Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast Vers l'avenir, un nouveau podcast qui va être spécialisé dans la vitrerie commerciale, la fenestration et toute l'enveloppe du bâtiment. Je me présente, Vincent Roy, je suis propriétaire de RG Dessin, une entreprise qui est spécialisée dans le verre industriel commercial. Ce matin, on reçoit M. Richard Chamberlain, représentant technique chez Multivert, qui vient nous parler d'un sujet bien spécial ce matin, c'est tout ce qui est de verre spécialisé. Bonjour Richard, ça va bien? Bonjour Vincent, ça va très bien. Merci beaucoup de l'honneur d'être avec toi ici aujourd'hui. C'est vraiment gentil, puis je pense qu'on va avoir vraiment un beau podcast parce qu'on a des sujets là-dessus qui sont loin d'être simples, même pour les vitriers, même pour les gens qui travaillent le verre à tous les jours. J'ai envie qu'on commence tranquillement en parlant de protection incendie. Tout ce qui a rapport pour couper le feu. C'est des verres bien spéciaux. On parle de verres brochés, les verres à base de céramique, les verres Paul Flamme, si je le dis bien. Paul Flamme, oui, effectivement, oui. J'aimerais ça que tu commences juste par nous faire des distinctions entre ces types de verres-là. Qu'est-ce que c'est chacun d'eux autres? La grosse distinction des verres, évidemment, pour la protection incendie, il y a la catégorie qui va être le Fire Protective ou la protection incendie, effectivement, où il va avoir le Fire Resistive, là où on parle vraiment de la résistance au feu. La différence, c'est que l'exemple de verre broché ou le verre à base de céramique, qui, lui, est un Fire Protective, c'est surtout pour permettre l'évacuation des bâtiments, le fameux 45 minutes au feu. Oui. Et lorsqu'on a besoin d'ajouter une protection additionnelle pour empêcher le transfert de la chaleur d'une pièce à l'autre ou d'un bâtiment à l'autre, à ce moment-là, ça va prendre un Fire Protective. Exemple, un Pyroceram, comme on peut avoir ici. C'est beaucoup plus efficace. On a la protection pour l'individu, l'évacuation, et en plus, la protection contre la propagation de la chaleur d'un côté à l'autre d'une pièce. Ce que j'entends, c'est que soit que c'est juste pour sauver les êtres humains qui sont dans le bâtiment, ou soit pour essayer d'empêcher le plus possible le feu de se propager d'un à l'autre. C'est là le temps, on voit du 2 heures, du 45 minutes. Effectivement. Évidemment, tu nous as amené des échantillons avec toi. J'aimerais que tu nous parles techniquement. C'est quoi ces verres-là? C'est comment ils sont faits un et l'autre? Bien, évidemment, si on part à la base du fameux verre broché, oui. Fameux verre broché où on a maintenant les broches sont placées de cette façon. Il y a quelques temps, c'était totalement horizontal et vertical. Et maintenant, c'est avec cette forme-là. Ça ne change rien. C'est juste qu'au lieu d'être 12 mm 130, c'est 19,5 et c'est placé à angle comme ça. Le verre broché, c'est un verre dont la raison d'être de la broche, qu'on disait jadis, c'était qu'on aide à répartir la chaleur uniformément à la surface du verre pour retarder la casse du verre par bris thermique. Et lorsque le verre casse, évidemment, ça aide à maintenir le verre en position pour permettre la fameuse évacuation, au moins pour le 45 minutes. Ce n'est pas un verre sécuritaire pour l'individu. La norme a changé à ce sujet-là. C'est un verre au niveau de l'incendie. Fait qu'on ne met pas ça comme un garde-corps, c'est pas fait pour ça. Non, absolument pas. C'est vraiment pour le feu. Parfait. Absolument pas. L'autre verre qu'on parlait, le verre à base de céramique, c'est un verre qui va être beaucoup plus performant. Le verre broché, on parle d'une surface maximum de 1296 pouces carrés de surface, ce que les manufacturiers de cadres d'acier utilisaient beaucoup jadis. Depuis l'avènement du verre à base de céramique, lui seul pourrait permettre autour d'une surface de 4900 quelques pouces carrés, ce qui est extrêmement grand, mais il ne pouvait pas être utilisé dans des cadres d'acier parce que les tests n'avaient pas été faits avec ce type de verre en fonction de d'autres grandeurs. Il y a eu l'Association des manufacturiers de cadres d'acier qui ont passé des nouveaux tests pour permettre l'utilisation du verre à base de céramique dans des surfaces plus grandes. Actuellement, c'est environ 2116 pouces carrés, ce qui permet proche de le double de la surface que le verre broché permettait. Ce que j'entends, c'est que ton verre peut faire grand. Maintenant, est-ce que le cadre va suivre? Il y a des tests à faire. Effectivement. Là, c'est les manufacturiers de cadres d'acier qui, eux, doivent passer les tests pour permettre d'avoir ces surfaces-là dans le cadre et d'avoir quand même le label pour la protection. Dans le fond, si on est dans l'aluminium, si on est dans le bois, si on est dans le PVC, les normes vont changer. Même avec le même verre, parce que c'est le cadre. Oui, parce que PVC et bois, au niveau de la protection incendie, c'est pas exactement ça. Ça va être plus dans le cadre d'acier. Ou lorsqu'on parle de verre à protection, ou un verre comme celui-ci, où c'est un verre, c'est 2 verres trempés qui sont encapsulés avec un hydrogel. Donc, c'est extrêmement transparent et c'est un gel qui est à l'intérieur. Ces verres-là peuvent permettre jusqu'à 2 heures au feu.
avec des surfaces allant jusqu'à 2400 par 4200 mm. C'est extrêmement grand. Et ces verres-là, ce sont des systèmes. On ne peut pas vendre strictement les verres. Chez Multiverre, on va vendre le système complet, c'est-à-dire autant le verre que le cadre. C'est des cadres qui sont en aluminium et ces cadres-là sont protégés dans les cavités. Il y a comme un gypse qui est entré dans les cavités pour permettre de réduire la propagation de la chaleur à l'intérieur. Et comme on peut voir, quand on parle d'un 2 heures au feu, on parle de verre vraiment important. Donc, ça prend des cloisons qui sont conçues pour supporter ces verres-là. Ça serait compliqué, de toute façon, dans des fenêtres ou dans des murs rideaux. Ça serait problématique et on n'atteindra pas les niveaux de résistance voulus. Absolument, absolument. Il y a vraiment des catégories selon ce qu'on atteint. Puis je suis quand même étonné de voir ton verre que finalement, l'espace d'air entre les deux, c'est ni plus ni moins comme un gel. Oui, effectivement. Ça ne paraît pas. C'est un gel. Si on le casserait, on verrait le gel couler, mais là, comme ça, en place, on ne voit pas. Puis ça résiste 2 heures. On sait que le feu double jusqu'à 2 heures au feu, de 30 minutes à 2 heures où on peut avoir la résistance. Et ce qui est important à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça devient un peu comme un verre simple parce que c'est un ensemble, les 2 verres avec le gel. Oui. Mais ce verre-là, on peut le doubler avec un autre verre, avec un intercalaire pour avoir une unité scellée, pour aller chercher des résistances avec une valeur U ou une valeur R, dépendamment, là, intéressante en fonction des besoins. Et aussi, au niveau de l'acoustique, c'est extrêmement performant. Je pense qu'on en parlait un petit peu plus loin de l'acoustique. On donnera des chiffres justement, on est rendu là. Sur la performance de ces verres-là. Je trouve que c'est une belle transition parce que, oui, le verre au feu, il y a une utilité, mais c'est pas long que le mot acoustique vient. Puis encore là, on est dans une autre catégorie assez particulière. On sait que les habitations, les condominiums, les appartements, plus qu'ils sont dans les centres-villes, plus qu'il va y avoir du bruit, il va y avoir des bars, il va y avoir tous des festivals. C'est toujours là que les gens vont vouloir aller chercher des verres plus de qualité pour justement se faire un cocon, se faire un espace de vie qui va être intéressant. Fait que, parlons un peu de ça. C'est quoi les normes qu'il y a avec ça? Comment on choisit un verre pour le son? Puis qu'est-ce qu'on ne faut pas faire, justement? C'est quoi les erreurs que les gens, des fois, peuvent faire? La chose à faire, évidemment, c'est d'établir quel est le niveau de protection sonore qu'on a à faire. Il y a des acousticiens dans le métier qui, eux, lors de la construction d'un bâtiment, d'une école ou d'un condo, eux vont aller sur place, vont mesurer l'intensité sonore. Est-ce que c'est des avions? Est-ce que c'est des trains ou juste des gens qui circulent sur une piste cyclable, etc.? Ils vont être capables d'élaborer et de savoir à quoi ils ont affaire, à quoi il faut qu'ils résistent au niveau sonore. Et eux vont faire les calculs de STC pour être capables de dire on a besoin d'une protection acoustique de tel niveau, ce qui peut varier. Évidemment, aujourd'hui, comme tu le mentionnais, que ce soit au niveau résidentiel, industriel, commercial, institutionnel, on entend parler de l'acoustique partout. C'est vraiment intéressant. Puis c'est une science un peu. Moi, je dis tout le temps, c'est une science où il n'y a pas place à extrapolation. Tu ne peux pas avoir une unité scellée avec des verres de telle épaisseur et une cavité de telle épaisseur et dire « Ah, on va épaissir un peu la cavité, ça va être meilleur. » Pourtant, on aurait l'impression que plus c'est gros, plus ça doit être bon. Ça doit pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut avoir des variantes. Pour contrer le son au niveau d'une unité scellée, il y a l'élément de la masse. On peut parler de l'épaisseur du verre. On peut avoir la cavité, l'épaisseur qu'on a entre les 2 verres, et on va parler de la disparité des verres, c'est-à-dire un verre de 6 mm versus un verre de 4 mm ne réagissent pas de la même façon aux différentes zones. Les ondes qu'on a. Les sons graves, les sons aigus, etc. Donc, nous, on a des tableaux où on peut se fier pour être capable de vérifier les performances. Je pourrais demander à mon système, je vais avoir qu'est-ce qui va donner un STC de 45. Je peux avoir 40 façons différentes de faire un assemblage pour atteindre ce STC-là. Mais après, il faut voir avec le client, est-ce qu'on a une limite en fonction de l'épaisseur? Est-ce que la fenêtre ou le mur rideau est limité en épaisseur? Ou bien on n'a pas de problème, c'est au niveau du poids. Si on a ça dans du résidentiel puis qu'on a des volets ouvrants, bien, le poids a son importance aussi là, pour que le volet demeure en place lorsqu'on ouvre la fenêtre. Pour que ça fonctionne. Moi, je t'ai entendu dire STC 45, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des chartes? Comment ça fonctionne? Oui, le STC, à la base, on pourrait dire, histoire de faire une image,
que si on parle d'un STC de 30, c'est-à-dire une conversation normale entre des individus pourrait être entendue de l'autre côté. Et puis, si on va un peu à l'extrême, si on va à 45 de STC, bien là, que ce soit un chanteur à voix, une radio à haut volume, des instruments de musique, style des cuivres, à ce moment-là, ça va être à peu près inaudible. Puis mettons qu'on veut une fenêtre qui couperait, mettons, le bruit d'une tondeuse, par exemple. OK, bien là, il faut vérifier dans le logiciel, c'est curieux que tu parles de ça, parce que dans les logiciels, on a effectivement des exemples, que ce soit un bateau, un train, une tondeuse ou des voix humaines, ou etc. Si on veut avoir quelque chose de modéré, de moyen ou d'extrêmement performant, en plus, on entend la différence au niveau des sons. Fait que ça nous permet de savoir, de dire « Ah oui, OK, c'est comme ça que je veux ça. Ça, je peux le tolérer, mais ça, je ne le tolère pas. » Fait que donc, ça peut nous permettre, nous, d'aller chercher le STC ou l'effet escompté par le client en bout de ligne. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une étude à faire sur où est-ce qu'on veut se positionner. Après ça, déterminer le bon STC, puis par la suite, d'aller voir quelle composition de verre. Et surtout, pas oublier, est-ce que cette composition de verre-là, on peut avoir un cadre avec ça qui est assez résistant et de la mécanique. On parle de peinture et tout. C'est extrêmement important ce que tu parles là. Parce que si tu mets un STC de 40 puis que ton cadre équivaut à un STC de 30, tu as payé pour du 40 pour rien. Tu gaspilles ton... Ou si c'est une cloison intérieure, puis exemple, un studio d'enregistrement, puis que tu mets un verre qui est calibré en fonction de ça, mais que la porte qui sépare le studio du preneur de son, s'il n'y a pas de coupe-son, on vient de faire ça pour rien. Ça, je dis que c'est extrêmement sophistiqué au niveau du son, du STC, comment le contrôler. Fait que le choix de voir au travers, dans le fond de la vitre, et aussi de couper le son, ça devient vraiment un défi. Faut réfléchir. C'est ce que j'entends. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes dans le domaine qui sont des acousticiens. Il faut aussi à eux au niveau des recherches et de ce qu'ils ont besoin. Parfait. Je t'amène ailleurs. Je t'amène dans un autre type de verre qu'on entend beaucoup apparaître, beaucoup quand on est dans les villes en hauteur. Tout ce qui a rapport avec les verres de protection aviaire. Ouais. Les fameux verres contre les oiseaux, pour permettre que les oiseaux... empêcher vraiment que les oiseaux... si on veut, heurtent les verres. Les verres à protection aviaire, on pourrait dire que c'est l'art de signaler aux oiseaux qu'il y a une vitre et non pas un reflet où il y a une forêt derrière ou qu'il voit à travers deux fenêtres puis il pense qu'il peut passer dans le corridor. C'est un peu l'aspect de la protection aviaire. En Amérique du Nord, il se tue plusieurs millions d'oiseaux de toute espèce et de toute grosseur, évidemment. Là. Et au Québec, il n'y a pas de normes pour la protection aviaire. On est un corridor, si on veut, pour les oiseaux, mais qui n'est pas assez important pour l'instant. Donc, si on fait un projet à Toronto, à Vancouver, ça se peut que ce ne soit pas les mêmes normes. Là, il y a des normes. Il y a des normes établies au niveau de la protection aviaire. Exemple, la norme principale, c'est qu'il faut que le signalement à la surface du verre soit aux 2 pouces. OK. L'oiseau, lorsqu'il voit ça, peu importe le type de signalement, va éviter parce qu'il sait qu'il ne sera pas capable de passer à travers. Il faut que ça soit en face 1, c'est-à-dire sur la face extérieure du verre, sur un verre clair régulier qu'on peut combiner avec un verre intérieur qui va être un verre énergétique, ou ça pourrait être un verre le verre extérieur va être combiné avec la protection aviaire, avec la protection énergétique en surface 2 sur le verre. Évidemment, dépendamment toujours de qu'est-ce qu'on veut protéger et puis de tous les autres facteurs, qu'est-ce qu'on va avoir comme valeur isolante, est-ce qu'on veut réduire le gain thermique, etc. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est un peu ça, la protection aviaire. Hein. On a vu une sorte de pattern, mais est-ce qu'il y a vraiment un pattern établi que l'oiseau voit ça ou c'est que vraiment une marque, lui, il voit une marque, il sait qu'il ne peut pas passer? C'est comme je disais, si on a une marque aux 2 pouces, normalement, l'oiseau. Comme les humains, je présume, il y a des oiseaux qui vont peut-être essayer de passer quand même, mais qui vont se river le nez sur le verre. Mais normalement, avec ces normes-là, le 2 pouces, l'oiseau, en théorie, va éviter parce qu'il va savoir qu'il passe pas. C'est à partir de quel étage que ça devient des normes? Normalement, il faut compter sur environ 52 pieds d'altitude. Okay. C'est en bas de ça où ces marqueurs-là doivent être installés pour 90 de la surface vitrée. Environ 5 étages, 4 à 5 étages, ça commence à devenir... Environ. Parfait. Super.
On va changer un petit peu, mais quand même, on reste avec ces marquages-là, avec le verre, avec impression numérique. On le voit de plus en plus. Ça fait partie des designs d'architectes. Ils aiment ça, il faut voir ça. Il y a différentes catégories. J'aimerais ça que tu commences à nous parler un peu de ça. C'est quoi les catégories qu'on veut imprimer sur le verre? Il y avait, ça existe encore, mais il y avait l'impression, la sérigraphie qu'on pouvait faire à la surface d'un verre, qui est à partir d'une toile. Une toile qui est en partie opaque et en partie avec des fissures, des micro-trous à l'intérieur, qui fait que lorsqu'on va passer, exemple, un squeegee sur la toile, va forcer la peinture à traverser la toile et va venir s'imprimer sur le verre. Ça existe encore, mais aujourd'hui, avec des nouveaux équipements, on a maintenant un jet print ou une impression numérique où c'est beaucoup plus vaste comme possibilité. La toile, on peut imprimer de n'importe quelle couleur, sauf qu'on ne peut pas avoir différentes couleurs, à moins de procéder avec la première couleur, procéder à la trempe du verre et après ça, appliquer la deuxième couleur. Alors que l'impression numérique, on part à partir d'un dessin ou à partir même d'une image et on peut faire quelque chose de multicolore. L'impression qu'on peut faire avec ce principe-là est extrêmement précis. On pourrait avoir, je ne sais pas si on a 3 étages, on pourrait avoir la même impression ou la même image partout sur le bâtiment, ou on pourrait partir d'une seule image, exemple un arbre avec un feuillage, et l'agrandir à la grandeur du bâtiment et de segmenter chacune des parties d'image pour l'imprimer à la surface du verre et donner à la grandeur du bâtiment l'image qu'on voulait avoir. On est vraiment dans l'impression version géante. Là. On peut imprimer, ça veut dire tant qu'on a de la pixel, tant qu'on a de la définition sur nos images. La limite, c'est un peu l'imagination. La limite, c'est un peu l'imagination. Effectivement, oui. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette peinture-là, que ce soit de la céramique fritée sur un verre tympan, que ce soit de la sérigraphie ou que ce soit de l'impression numérique, c'est le même principe de peinture, sauf que la densité et également les solvants qu'on utilise vont faire en sorte que ça va être différent parce que l'épaisseur de l'application est un petit peu différente. Et un coup que la peinture est appliquée, ça passe dans un séchoir qui va sécher la peinture à la surface des verres, cette peinture ou la peinture à base de céramique. Et après ça, le verre va subir un traitement thermique, soit être renforcé à la chaleur ou soit être trempé. Donc là, la couleur, l'image fait partie intégrante du verre. Donc, on ne peut plus l'atteindre ou la graphiner. C'est sûr que la question qui me vient, qui doit brûler les lèvres à tout le monde, c'est quoi la durée de vie de ça? Est-ce que dans 1 an, on va voir l'image un peu plus pâle? Est-ce que ça... non, il n'y a pas vraiment d'influence. Tu penses aux UV. Ou les UV, exactement. Il n'y a pas vraiment d'incidence des UV. Je ne dis pas dans 40 ans ou 50 ans, mais normalement, là, c'est relativement bien protégé, étant donné que c'est cuit à la surface du verre. Même si on est avec multiples couleurs, oui. Il n'y a pas vraiment de limite à ça. C'est super, ça. C'est vraiment des produits d'exception, mais qui sont en train de devenir, le plus qu'on avance, des produits grand public, parce qu'on en voit apparaître beaucoup sur les buildings. De plus en plus en demande. Puis en réalité, il faut juste s'imaginer, c'est le même principe qu'une imprimante qu'on a chez nous. Oui. C'est un petit peu surdimensionné. Et là, on imprime strictement sur du verre. Puis ton laveur de vitre, vas-tu le graffiner ou s'il y a une petite mouche dessus puis il gratte? La surface peut s'égratigner au même titre que le verre peut s'égratigner. OK. Parce qu'il est vitrifié, la peinture est vitrifiée. Donc, la protection, c'est la même que la surface vitrée. Est-ce que vous suggérez de le mettre en face 2 ou de le mettre à l'intérieur d'un thermos pour protéger? Ça dépend strictement de ce qu'on va avoir comme aspect. Si on va avoir, exemple, des lignes blanches sur un bâtiment, on va utiliser un verre ultra clair et on va l'appliquer en face 2. À ce moment-là, le verre ultra clair va conserver la blancheur de la peinture. Si on a une peinture grise, on pourrait la mettre en face 3 ou peu importe. Ça a moins d'incidence. La teinte du verre va moins influencer sur l'aspect de la céramique. Absolument. Merci. Là, on parle beaucoup des verres, tout ça, puis il y a une chose qu'on n'a pas parlé beaucoup, là, c'est un peu une définition de la performance des verres. Parce que là, il y a le verre lui-même, il y a l'assemblage qu'on appelle le thermos.
J'aimerais que tu nous fasses une espèce de résumé, pas trop dans le détail, mais quelque chose, là, un peu pour les grands points à parler. Quand on parle de performance de verre. On pourrait en parler des heures. Ah, c'est un sujet qui n'a pas de fin. Fait que juste nous permettre de nous faire un résumé. C'est quoi la performance d'un verre et comment ça fonctionne? Je te donne un exemple. Un architecte ou un vitrier m'appelle et me demande Richard, j'aimerais avoir un verre performant pour mon projet. Donc, ma première question, c'est mais encore. C'est quoi pour toi performance? Est-ce que c'est la luminosité? Est-ce que c'est l'isolation? Le contrôle du gain thermique? Le contrôle des UV? L'insonorisation? La sécurité? Parce que si, exemple, on veut avoir un verre qui va être extrêmement performant pour réduire le gain thermique, on va probablement être obligé de sacrifier le pourcentage de lumière visible transmise. Oh, OK. Il peut passer de l'ordre de 5 à 10 ou à 12 % dépendamment du nombre de verres énergétiques et dépendamment de leur emplacement. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est pour ça qu'il faut comprendre quels sont les objectifs pour être capable après de définir quel type de verre on peut utiliser et de quelle façon, sur quelle face on va utiliser tel type de verre énergétique ou pas. Si on prend un exemple de fameux verre clair qu'on avait jadis, qui a une légère teinte verdâtre, on a maintenant le verre ultra clair qui est extrêmement transparent. Et puis là, ils nous ont mis un verre, ils appellent ça un mid-iron, où c'est entre le verre clair et le verre ultra clair. Donc, il y a comme un jeu au niveau des types de verres, dépendamment des attentes du client. Et le verre ultra clair, si l'architecte nous demande un verre ultra clair dans le but qu'il fasse vraiment plus clair dans son bâtiment, on se trompe un petit peu parce que le verre ultra clair, entre le verre clair et le verre ultra clair, il peut avoir des fois autour de 3 % de différence de lumière visible transmise. Donc, ce n'est pas visible à l'œil nu, cette différence-là. Par contre, l'aspect esthétique du bâtiment, l'aspect un peu couleur diamantaire, plus blanc, peut donner un résultat qui est vraiment intéressant. On est obligé de parler un petit peu du fait que le verre ultra clair est beaucoup plus dispendieux que le verre clair. Il peut y avoir beaucoup d'appelés, peu d'élus quand on voit le résultat. Si on a 3 fenêtres chez ma tante, ça peut aller. Mais si on a un 40 étages, il peut y avoir des changements qui vont se faire. Vraiment une réflexion avant de mettre ça dans un devis, là, de penser à c'est quoi mon objectif pour mon bâtiment, sur quelle face que je suis sur le nord-est, puis à quel point qu'il va avoir un avantage ou pas au niveau des différents types, parce qu'évidemment qu'après ça, ça peut influer aussi sur le prix, sur les disponibilités, tout ça, c'est ce que j'entends. Là. Effectivement. L'autre point qui est majeur lorsqu'on parle de performance, c'est l'isolation. C'est souvent ce qui est recherché, la valeur U ou la valeur R, dépendamment avec ce qu'on travaille. Au Québec, il fait froid l'hiver. Effectivement. Donc, le type de verre Lowy qu'on va utiliser, en fonction de, tu parlais, est-ce qu'on est en élévation est et l'élévation nord, sud ou ouest? Mais à ce moment-là, si on a besoin de réduire le gain thermique, il y a certains verres énergétiques qui sont conçus pour être en phase 2, de façon à réduire vraiment le gain thermique. Et sur les élévations où on n'a pas de problématique de gain thermique, on pourrait à la rigueur choisir un autre type de verre énergétique qui, lui, va permettre de laisser passer plus de lumière visible. Et sans être efficace pour réduire le gain thermique, on n'en a pas besoin. Mais par contre, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on va cibler le problème majeur. Exemple, un hôpital, ils vont cibler, ou une école, il n'y a pas de climatisation, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est réduire le gain thermique pour accroître le confort des usagers. Mais changer le type de verre sur les élévations, plus tard, à long terme, occasionnellement, pour l'avoir vécu, quel verre qui a été mis où, etc. Fait que souvent, c'est qu'ils vont prendre le problème majeur, ils vont dire, on le règle avec ça, on met ça au pourtour. Tout le tour au niveau du bâtiment. Je t'entends parler de verre Lowy, puis c'était un de mes sujets. Il y a tellement de produits là-dessus. Il y a des produits qui se discontinuent, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un peu, premièrement, un résumé, c'est quoi un Lowy? Puis c'est quoi les impacts, les homologations, les différences de couleurs, ces choses? Un verre Lowy, ça le dit, c'est un low émissivité. Donc, c'est un verre qui va recevoir la chaleur, mais qui ne la réémet pas. Donc, et il y a des verres Lowy qui sont conçus pour réduire le gain thermique et il y a des verres Lowy qui sont conçus pour conserver l'énergie à l'intérieur du bâtiment. Dans le commercial, on va souvent rechercher des verres Lowy qui vont couper le gain thermique de façon, comme je parlais, d'avoir un confort au niveau des usagers. Mais avec les normes Énergie Star, Nouveau Climat, ce qu'ils vont rechercher, eux, c'est d'avoir un verre énergétique ou un verre Lowy qui va être placé sur le verre intérieur
de façon à laisser entrer le gain thermique et de le conserver à l'intérieur de la maison. C'est raisonnable de penser ça, mais ça peut créer également des inconforts parce qu'on laisse entrer le gain thermique. Ce que j'entends, c'est que selon la norme, c'est pas le même type de l'OI. Non. Les normes veulent atteindre des objectifs des fois un peu différents. Oui. C'est important parce que si, exemple, on prend un verre Lowy qui est très performant et qui est conçu pour être en phase 2 pour réduire le gain thermique, et il y a une erreur qui se produit et on le met en phase 3 sur le verre intérieur. Au niveau de la lumière visible, aucun problème. Au niveau de la valeur isolante, aucun problème, c'est pareil. Au niveau de la réflexion extérieure, si le Lowy est en position 2 sur la majorité du bâtiment et qu'à quelques places, il a été mis à l'envers, qui est en position 3, on va voir la différence. Des fois, c'est plus subtil dépendamment du type de l'OI, mais on va voir la différence. Donc, il faut faire attention à ça. Et là où on peut vraiment avoir des problèmes, c'est que si le LOI est conçu pour réduire le gain thermique et qu'on ne le met pas sur la bonne face, donc le gain thermique va être beaucoup trop important. L'ingénieur a fait son calcul de climatisation en fonction des données qu'on lui a remises en phase 2. Il est maintenant en phase 3, moins performant, donc il va avoir des problèmes pour être certain de bien climatiser le bâtiment. Absolument, absolument. Chez Multivert, on a actuellement, je crois, au-dessus de 122 types de verres énergétiques différents. Qu'on parle des épaisseurs, qu'on parle des types. T'as-tu dit 122? 122, effectivement. On parle d'épaisseurs différentes. Vous n'avez pas envie d'en acheter une couple, là, à 122, il y en a peut-être un peu trop. Tu sais, aujourd'hui, toutes les compagnies manufacturières vont à chaque année créer des nouveaux verres Lowy qui vont être plus performants, ne serait-ce que pour aider encore à réduire le gain thermique de façon plus importante ou à être encore plus transparent. Fait que donc, eux, ces manufacturiers-là, en font la promotion au niveau des bureaux d'architectes qui, eux, les aiment, vont les spécifier. Donc, à un moment donné, Multivert est obligé d'en acheter et d'avoir, peut-être pas nécessairement toujours en inventaire, mais d'avoir accès à ces verres-là pour être capable de produire le bâtiment ou ce que l'architecte s'attend d'avoir comme performance. Je terminerai avec mon dernier point, les intercalaires, les PVB qu'on appelle ou SGP. OK, au niveau des laminés. Les verres laminés, oui, exactement. J'aimerais un peu que tu nous démêles avec tout ça. On a entendu parler énormément des garde-corps les dernières années. Tu peux nous faire un peu une comparaison de ces différents produits-là, puis c'est quoi que ça impacte chacun des produits? Lorsqu'on parle d'un verre laminé, on parle évidemment, je vous mets une image, votre pare-brise. Votre pare-brise, c'est 2 verres avec lesquels il y a un intercalaire entre les deux. Dans le domaine commercial, il y a des intercalaires en PVB et il y a également des intercalaires en SGP. Le PVB, c'est un polyvinylbutyral et le SGP, c'est un Century Glass Plus. Le PVB, c'est très mou comme matériel et le SGP, c'est extrêmement rigide. Lorsqu'on a besoin de verres, exemple comme les mains courantes, les garde-corps, extrêmement résistants, où on a besoin d'avoir une protection, les portes de banque ou les vitrines de banque, c'est le type d'intercalaire qu'on va utiliser. Ça va être des SGP plutôt que des PVB. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile de pouvoir défoncer, si on veut, la vitrine et d'avoir accès à l'intérieur. Évidemment, il y a une question de coût entre les produits, mais le produit existe en fonction de la sécurité qu'on a besoin. Il y a des ingénieurs spécialisés qu'on réfère régulièrement qui, eux, en fonction des risques et en fonction de ce à quoi on a résisté, tu parlais de main courante, dépendamment. Si la main courante est placée en bout de dalle, sur le dessus de la dalle ou en retrait de la dalle, on peut avoir des compositions différentes de verre. Si le verre a à résister aux charges de garde-corps parce que quelqu'un peut s'appuyer dans le verre dans un bâtiment, bien là aussi, il y a des choses à calculer. C'est l'ingénieur qui va dire, voici ce que ça prend. Ça prend 2 verres 6 mm avec un SGP de 1,52 sur le verre intérieur pour être capable de résister à ce qu'on a de besoin. On a vu souvent dans nos dessins des dessins où les garde-corps étaient beaucoup trop gros, beaucoup trop résistants. Ça augmente le poids, ça augmente les coûts. Il y a vraiment un calcul qui doit se faire en amont à la conception pour pas avoir trop, mais avoir aussi assez pour que ça tienne. C'est ça, je comprends. Là. Oui, effectivement. Puis il y a la nouvelle norme A500 qui maintenant va donner le guide un peu quoi suivre en fonction de ce qu'on a à faire.
Ça, c'est les ingénieurs qui vont donner tous les paramètres. Voici ce que ça vous prend comme verre à telle place ou à telle place. Parce que sur un bâtiment, il faut calculer également les charges de vent. Absolument. Ou les différentes charges qu'il peut y avoir sur les verres. Fait que sur le même bâtiment, dans les coins ou au rez-de-chaussée ou à l'étage, la composition des verres peut être même régulièrement différente. Puis là, on n'a pas parlé aussi des systèmes qui vont venir tenir ces verres-là, qu'il faut qu'ils puissent suivre les épaisseurs. Bien, ça a une incidence importante. Lorsqu'on parle d'une main courante, si la main courante est dans un U en acier ou si elle est tenue par une main courante à la tête ou si elle est tenue juste par des pièces qui viennent percer bord en bord le verre pour le tenir, tout ça, c'est des calculs différents. Absolument. Merci beaucoup, Richard. Ça a passé comme en 1 seconde, ce podcast-là. Il y aurait tellement à parler, mais je suis vraiment satisfait parce qu'on a fait le tour de toutes les compositions qu'on entend et qu'on n'est pas spécialisé. Puis moi, personnellement, c'est sûr que avoir le paquet de produits et surtout tous les petits détails, je comprends qu'il faut vraiment faire un travail avant de mettre ça dans nos plans pour s'assurer qu'on a le bon produit, puis s'assurer qu'on n'est pas non plus trop, s'assurer qu'on est juste dans notre cible, puis selon nos objectifs, selon l'emplacement de notre bâtiment. Fait que c'est vraiment intéressant d'entendre ça. Fait que merci beaucoup à tous. Puis revenez-nous dans un prochain podcast. Merci. Merci.